différente comme vous ne l'avez jamais entendue, animée par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon. Dans cette deuxième partie de 40 nuances de Next consacrée à Adrien Ledoux, on va s'intéresser à l'homme derrière la boîte, l'homme derrière Job Teaser. Il n'est pas seul, mais c'est évidemment parce qu'il est derrière notre micro qu'on va aller creuser sur sa vie, ce qu'il a forgé. Donc Adrien, content de te retrouver. Je rappelle pour les auditeurs qui arriveraient seulement sur cette deuxième partie que notre compère Olivier n'est pas avec nous. Il avait quelques questions qu'il nous a envoyées pour toi, mais consacré à la boîte, donc charge à moi d'aller creuser ce qu'il y a dans la vie d'Adrien. Je te propose de démarrer par ce petit jingle. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous ? Toi qui t'intéresses à l'homme, à la femme, à l'humain, à ce qui le caractérise, je te propose de faire une grosse remontée dans le temps. On a Adrien qui pousse son premier cri à la naissance. Bon, on va aller un peu plus loin, mais en tout cas à l'enfance. Qui étais-tu ? En tant qu'enfant, je pense que... Alors c'est marrant parce que je pense que je me rappelle de comment j'étais en regardant mon fils. Donc, voilà, notamment mon fils aîné, qui se trouve me ressemble beaucoup physiquement et de caractère. Et parfois, quand je le vois, je me dis, tiens, c'est marrant. Alors évidemment, c'est différent, mais il y a quand même des éléments de personnalité que je retrouve. Donc je pense que j'étais quelqu'un notamment de très compétitif. Ça, c'est clair. Donc petit, moi, j'ai toujours été très dans la compétition, très exigeant envers moi-même. Traduisait par quoi? Être le premier arrivé oui. à l'arbre au bout de la cour. Ouais, au sport, toute défaite je le prenais très très mal. Au tennis, je faisais beaucoup de tennis de compétition. Voilà. Et puis après, j'ai eu comme spécificité de devoir être assez indépendant et assez autonome quand même assez vite parce que j'ai habité pas mal de temps à l'étranger, au Japon, à Hong Kong notamment, aux États-Unis. Et mes parents, à un moment, m'ont envoyé en pension en France. Dès la troisième, quelque chose comme ça. Donc, je me suis retrouvé tout seul en France, en fait. Pas de famille, pas de copains. Si, j'avais mes grands-parents seulement le week-end, mais pas de copains parce que T'avais grandi j'avais là-bas. grandi à l'étranger. Et donc ça m'a pas forgé à être hyper autonome et adaptable parce que vous vous retrouvez, c'est quand même jeune, en troisième sans vos parents, sans votre petite sœur, à devoir vous débrouiller dans un contexte pension où c'est pas des plus tendres en général. Je me rappelle très bien, moi, le premier jour dans le bus, mon voisin, il me demande pourquoi tu es là. Je lui dis, je suis là parce que mes parents sont au Japon. Et je lui dis, et toi, pourquoi tu es là? Et il me dit, moi, j'ai mis le feu à mon école. Donc, je dis, c'est une bonne ambiance, quoi, ça va être sympa. Donc, ça m'a pas mal forgé, quoi. Ça veut dire que là, il va falloir prendre sa place, être prêt à se bagarrer. Ouais, en fait, je m'en suis sorti grâce au sport, en fait, grâce au tennis. Parce qu'il y avait un tournoi interne interclasse de tennis et j'ai toujours fait, on en revient à la compétition, beaucoup de sport et de tennis. J'étais pas trop mauvais et donc j'ai représenté les troisièmes et comme j'étais l'élève de troisième qui représentait au tennis la classe, ça m'a... D'un côté on se met avec lui, on est avec lui. Ça m'a protégé. Le résultat, j'étais pas dans l'œil du cyclone, mais il y en a pour qui c'était plus compliqué. On a beaucoup parlé dans la première partie de la nécessité d'apprendre à se connaître. Avec le recul, forcément, parce que tu le disais d'ailleurs, tu te connaissais finalement pas tant que ça, pas suffisamment. Sinon, tu aurais peut-être fait des choix différents un peu plus tard. Mais au-delà de l'aspect compétitif, qu'est-ce que tu retiens de cette période de ta vie? Alors du coup, t'as une grande période de ta vie où du coup t'étais en pension, donc c'est peut-être plus tes grands-parents qui t'ont inculqué des choses que tes parents, j'en sais rien. Mais quelles sont les leçons de vie que tu gardes de toute cette période? Plein de choses. Je pense que les grandes leçons de vie pour moi, ça a été l'importance d'être capable de convaincre. Je pense que c'est des choses importantes parce que assez vite, moi, j'ai été obligé, notamment plus tard quand j'ai créé l'entreprise, de convaincre autour de moi, convaincre mes parents, convaincre ma femme aussi. D'y aller, de se lancer. Faites-moi confiance, je vais y arriver, surtout qu'en 2009, c'était encore une période où l'entrepreneuriat, c'était pas sexy en soirée, pas en sortie d'école. C'était pas forcément bien vu. Donc, la capacité de conviction, ça, c'est quelque chose que j'ai développé.
je me suis Et que tu as développé pour raconter la boîte, pour embarquer tout le j'avais monde pour déjà, la boîte, ou que tu avais je déjà crois que commencé j'avais déjà, et ça vient pas mal de ma grand-mère qui était qui est toujours là d'ailleurs, qui était la reine du storytelling. Et d'ailleurs, mon cousin qui parlait tout à l'heure a la même grand-mère, donc je pense que finalement là, c'est la reine du pitch et elle était très forte à raconter des histoires. Et donc moi, j'ai eu toujours, depuis petit, j'aime bien me raconter des histoires, m'inventer des choses. Et c'est pour ça que c'est là au cinéma. Et en fait, créer une boîte, il y a une partie de storytelling qui est très importante pour lever des fonds, pour convaincre des investisseurs, pour recruter des talents. C'est hyper important. Et ça, c'est quelque chose que depuis tout petit, j'aime, moi, le fait de raconter des histoires. Cette notion de storytelling, elle est des fois maintenant le mot est mal vu parce que il y a Oui, un l'idée que ça côté, peut être c'est un peu enjolivé, enjolivé, hein. Ouais, alors qu'on peut ouais, très bien raconter ouais. bien Ouais, bien sûr, une bien sûr. histoire vraie. Ouais, non, je pense que c'est hyper important parce que dans le leadership, de toutes les manières, il y a la capacité à exécuter la vision, c'est clair. Donc, si on raconte juste une histoire, mais derrière, il n'y a pas de capacité d'exécution, les gens ne vont pas vous suivre. Mais pour embarquer quand même un moment, il faut savoir raconter l'histoire dans les médias, dans la presse, pour convaincre ces acheteurs. C'est ultra important pour moi. Et on en revient à la raison d'être de l'entreprise. Et plus l'entreprise a une raison d'être forte, plus elle a un narratif fort, plus elle va facilement convaincre ses acheteurs, ses clients. Donc, pour moi, ça reste fondamental. Il faut que ça soit prouvé, évidemment. Mais Tu parles de projeter, ça veut dire mmh, qu'à un moment, alors forcément, 40 nuances de Next, il y a beaucoup de digressions entre mmh, la vie, l'homme, la mmh. femme et l'entreprise, mais en même temps, c'est pour ça qu'on vous invite. Mais il t'est déjà arrivé pour projeter de raconter quelque chose qui n'existe pas, a priori, pour que tout le monde suive. Ah bah, carrément, je pense que d'ailleurs, c'est mon défaut, hein, on en parlait des talents et des défauts. Je pense que je sais bien pitcher. J'ai fait une erreur une fois à la boîte et que j'ai partagé justement, qui était de pitcher un peu vite la vision cible, ce qui fait que ça crée une attente de dingue. Donc tout le monde est sorti de ça en disant c'est génial, mais après, la capacité à délivrer le produit allait prendre 2-3 ans derrière pour le faire. Et résultat, j'ai des sales qui ont commencé à le pousser un peu au côté client, alors que bon, c'était juste, C'était pas prêt. c'était pas prêt. Donc il faut faire attention. Mais donc il faut bien préciser l'horizon de temps. Mais oui, nous, on a pitché déjà et on a construit un prototype de la vision cible de Job Teaser où on a vraiment envie d'être une solution d'orientation en ligne hyper complète, autonomisante, avec un certain nombre de choses qui sont... Et on a projeté toute la boîte dessus, sur quelque chose où nous, on est convaincus, pour revenir à la question du début sur LinkedIn, que ça reste un réseau social, quoi. Et que c'est pas sur Indeed ou LinkedIn qu'on va trouver sa voie. Et donc, on veut créer cet outil qui te permet de trouver sa voie. Alors après, il faut toujours rencontrer des gens en physique, hein. Et donc, on a projeté ça devant toute la boîte et ça a créé une excitation très forte. Par contre, évidemment, ça prend du temps à mettre en place une telle vision. Tu parlais de trouver sa voie, on revient à Adrien plus jeune, plus petit. Tu en as rapidement parlé tout à l'heure de ses envies d'écriture, de scénario, de cinéma. J'ai envie qu'on en reparle, mais est-ce qu'il y avait d'autres envies, d'autres aventures possibles? Oui, bah alors moi, petit, je crois que mes premières passions, c'était pilote de chasse, donc vraiment rien à voir, hein. Je pense que je pense que c'est le rêve de tous les petits garçons. Et assez vite, effectivement, on est revenu vers l'écriture, assez vite. C'est pour ça que Toujours avec cette grand-mère? toujours avec cette grand-mère, je sais pas, sans doute, si ça vient de là, mais en tout cas, la volonté de raconter des histoires. Alors, je sais pas si c'est forcément au cinéma, c'est une façon, ça peut être, il y a d'autres façons. Récemment, T'écrivais seul ou t'écrivais à plusieurs mains? alors il y en a un où j'ai fait tout seul, le stagiaire, et le deuxième, je l'ai écrit avec un copain qui est scénariste maintenant. Mais ça peut aussi, je pense que la transmission, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je vois bien chez Job Teaser que j'aime bien les formations, les trainings aux équipes. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je pense je pourrais faire plus tard s'il y a une suite à Job Teaser. Tu parles de transmission, tu as évoqué tout à l'heure ton aîné, je crois que tu as 2 enfants. Oui, Constantin et Achille. Sur ce que tu aimerais leur léguer au-delà de part de Job Teaser, si tu gardes Job Teaser jusqu'à la fin de ta vie. Et d'ailleurs, ce sera ma question d'après. Mais au-delà de ça, sur encore une fois cette vision de la vie, ce qui garderait après ton départ, t'aimerais qu'il reste quoi? Qu'est-ce que j'aimerais qu'ils aient comme valeur ou qu'est-ce que j'aimerais qu'ils se souviennent de moi? Eh ben écoute, la question reste suffisamment large pour que tu ailles où tu veux. Non, je pense que le plus important pour moi, on en revient à la question sur qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise. Je veux qu'ils apprennent à se faire confiance et à avoir confiance dans leur potentiel et leur talent
et qui tracent leur voie et qui cherchent pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Adrien, je vois assez bien comment on peut travailler cette vision, ces missions avec un outil comme Job Teaser pour des étudiants et des futurs employés. En tout cas, on monte pas un SaaS pour éduquer ses enfants. Alors très concrètement, au quotidien, comment tu essayes de travailler tout ça? J'essaye effectivement, grâce à Job Teaser, j'ai appris pas mal de choses dans les lectures, dans les rencontres, sur notamment les sujets de développement personnel, l'importance, on a parlé de la confiance en soi. Et j'essaye, effectivement, sans utiliser un SaaS, d'avoir un dialogue avec mes enfants sur la vie en général. On parlait de leçons de vie. Et j'essaye, par les expériences, de leur partager des grands conseils que j'aurais aimé qu'on me donne. Voilà. Donc ça passe par passer du temps juste avec eux et quand je peux leur partager des conseils sur la prise de risque, la confiance en soi, le respect, etc. Et ça dès Parce le que plus jeune âge. je l'ai fait très vite parce que on en a déjà parlé avec mes parents et j'ai pas eu de souci de sentir de la considération et de l'amour de mes parents, mais j'ai jamais eu trop ce rapport comme on voit dans les films américains, in your life, you should, machin. J'ai jamais eu trop ces discussions de fond perso avec mes parents. Et je me suis dit, c'est quand même utile, quoi, ce côté. Je me rappelle de mon grand-père, une fois, qui m'avait dit, tu sais, Adrien, la famille, c'est hyper important, il faut rester proche. Et je m'en rappelle de cette phrase. Et donc, je fais attention. C'est important de verbaliser. Ouais, je pense que c'est important de verbaliser. Donc, j'essaye d'avoir ces discussions, ces échanges. Je suis pas sûr qu'ils captent toujours ce que je raconte, mais parfois, on est surpris par le fait qu'ils ont retenu des choses qui peuvent avoir un impact sur eux. Donc, c'est vraiment par le dialogue et la verbalisation que j'essaye de leur donner ces conseils. On parlait d'héritage. Il y a quelques années, j'ai demandé à mon grand-père de me faire ses mémoires. Donc, je les ai lus, mais il me manquait plein d'infos, plein de choses qui m'intéressaient. Et du coup, j'ai décidé de lui donner un deuxième exercice à 90 ans. Je lui donnais des mots et il devait évoquer ce que ça représentait pour lui et surtout ce qu'il voulait léguer par rapport à ça. Je te propose 3 mots, t'en choisis un sur lequel tu as envie de rebondir, comme si tu parlais à tes gamins, et puis évidemment tu vas parler au-delà, mais sur lequel tu as envie de partager quelque chose. Je te propose le renoncement, la nuance. Donc tu as le choix entre renoncement et nuance. Je vais choisir renoncement, on va dire, tiens. Non, renoncement, parce que je pense que c'est important dans la vie de faire des choix. Et que parfois on a envie de se laisser trop d'options ouvertes, de faire un peu tout et qu'on risque de se perdre. Et que moi, c'est un peu ce que j'ai fait par moment, de trop vouloir garder les portes ouvertes tout le temps, me dire tiens, je vais faire du conseil parce que ça me ferme pas de porte. Donc c'est aussi important de savoir de manière aussi importante ce qu'il faut pas faire et de fermer des portes. Donc c'est essayer des nouvelles choses, expérimenter pour aussi fermer des portes et être plus précis dans ce qu'on veut faire. Donc ça passe par la prise de risque et expérimenter. Mais si on n'est pas capable à un moment disons, de réduire un peu ces options, on n'y va pas vraiment pleinement, exactement. Et donc je pense que, mais c'est valable aussi après dans une entreprise. Moi j'ai ce défaut cette force d'être créatif, mais c'est un défaut et que parfois les meilleures stratégies c'est celles qui ferment des portes aussi, parce qu'après on fait tout un peu et finalement on risque de faire tout à peu près et de pas être très bon. Et pour réussir, il faut être très fort sur un segment. Et donc je pense que ça passe par expérimenter, tenter des choses, prendre des risques, parce que si je tente rien, il y a des gros risques que je ferme aucune porte, il n'y a pas de surprise et je sors jamais de ma zone de confort. Mais c'est expérimenter pour dire ça, en fait, prendre 2 secondes, un peu de recul et dire ça, c'est pas quelque chose que j'ai envie de refaire, je ferme la porte et j'en tente une nouvelle. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut itérer pour trouver après la direction. Est-ce qu'une porte fermée l'est définitivement ? Non, parce que ça, c'est quelque chose qui est clé. Je pense que y a différentes phases dans la vie et le besoin que je vais avoir à 20 ans ou 30 ans, c'est pas le même, quoi. Donc, je pense qu'on évolue constamment. C'est pour ça que ce travail d'introspection dont on parlait, il faut le faire toute la vie parce qu'on change et qu'à un moment, il y a une porte qu'il faut rester fermée à ce moment-là parce que c'est pas le bon moment et que quelques mois, quelques années plus tard, ça sera le bon moment. Donc, moi, je me dis plutôt, j'en parlais avec ma femme qui se disait tiens, est-ce que ce que je fais maintenant c'est la bonne chose, est-ce que je dois à un moment changer, etc. Je lui disais toujours peut-être que tu es au bon endroit maintenant
et qu'il faut que tu te dises que prends le max de ce que tu fais maintenant parce que c'est peut-être l'étape qui est nécessaire maintenant pour faire le gros truc que tu vas faire demain. Donc, je pense que c'est important d'avoir cet état d'esprit-là. Maintenant, demain, je sais qu'être pleinement présent au moment où tu es, c'est important pour toi. Ça me fait, alors là, la transition magique avec cette question et je vais te laisser nous dire qui. Vous avez un message. Hello, c'est Diane. Alors ma question pour toi, c'est une question liée au fait que je trouve que tu gères très bien ton temps entre le temps que tu accordes à tes équipes, le temps que tu accordes pour du temps perso ou pour du temps avec ta famille, avec tes amis. Et je trouve que c'est un vrai équilibre que tu as trouvé. Tu arrives bien à cloisonner les choses et en tout cas à profiter et être pleinement dans l'instant présent. Et je pense que, voilà, enfin moi, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas toujours simple, en tout cas pour moi, à faire. Et du coup, je pense que c'est intéressant si tu peux nous partager ta recette miracle. Voilà. C'est quand même un sujet qui, je pense, passe dans la tête de tout le monde. C'est comment je trouve le temps, comment je trouve mon équilibre. C'était ta femme ? Absolument, Diane, donc ma femme et donc la maman de mes 2 petits garçons. Non, c'est une question hyper importante. Je pense que la manière dont moi j'ai fait, c'est que j'essaye effectivement. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec Job Teaser, à un moment, c'est mon corps qui m'a un peu dit stop, quoi. Parce que je chantais, j'avais une sorte de sensation dans mon corps. Donc j'allais chez le médecin, j'ai dit mais qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui se passe? Et à la fin, la médecin me disait mais je voyais la jeune interne à côté qui était en panique, mais dis donc, il raconte des trucs, il a un truc lui. Et puis je voyais la médecin qui rigolait, qui disait non, c'est Monsieur Ledoux, je le connais. Et elle me disait allez faire du sport, allez nager, ça ira mieux, relaxez-vous, voilà. Et donc je suis venu progressivement en fait à comprendre que pour garder cet équilibre et pas me cramer, quoi, on en parlait, ça marche pas en fait de se mettre dans une situation de stretch. Il était super important que je prenne du temps pour moi en fait. Et que je me suis même rendu compte, c'est comme ça, à la limite, que j'ai intellectualisé le sujet, que plus je prenais du temps pour moi, mieux j'étais dans la boîte, dans mon management, dans la prise de parole, dans la prise de décision. Et donc, on peut comprendre tous les freins d'un entrepreneur sûr, à se dire je dois être l'exemple dans ma boîte, bien sûr. être là le premier, être là le dernier. Oui, bien sûr, mais j'ai aussi envie de donner l'exemple comme quoi c'est OK de prendre des pauses, de faire du sport, etc. Parce que ça permet d'être plus performant, quoi. Et c'est effectivement à moi d'incarner ça aussi, de dire c'est OK, quoi, de prendre des pauses. Donc, et puis après, donc il y a des piliers qui sont le sommeil, la nutrition, le sport, et il y en a un 4e qui est donc ce qu'on appelle la mindfulness aujourd'hui, et qui est notamment un truc qui était complètement obscur pour moi, et j'imagine que certains vont dire c'est pipeau, ce truc, etc. Mais je fais ça. C'est quoi ? Mindfulness, c'est concrètement l'exercice qui permet d'être conscient de ce qui se passe autour de soi. Mindful, c'est de se rendre compte de ce qui se passe et pas être perdu dans ses pensées. Et pourquoi certains disent que c'est pipeau ? Parce que je pense que c'est par méconnaissance en général. Et par en fait. Donc c'est sur la méthode qu'ils imaginent que c'est pipeau ou c'est sur l'intérêt d'être l'intérêt maintenant, là. ce qui est intéressant, c'est que ça commence à être prouvé maintenant. Parce qu'avec les neurosciences, on arrive à regarder ce qui se passe dans le cerveau et que le cerveau, c'est un muscle et le cerveau, il a besoin de pause. Et je trouve ça incroyable et fascinant de voir que dans la mindfulness, il y a des exercices de gratitude, par exemple, ou de compassion. Et ils arrivent à montrer maintenant qu'un cerveau qui s'exerce à faire des exercices de gratitude, de dire, tiens, tous les jours, je réfléchis à en quoi j'ai de la chance dans la vie. Qu'est-ce qui est top dans ma journée, ça permet au cerveau de revivre ces moments et de se rendre compte, et ça change la façon dont le cerveau perçoit et scanne le monde. Inversement, si je regarde toute la journée BFM avec machin, ça va pas et compagnie, ton cerveau, il reçoit comme message que le monde est dangereux, il va scanner toute l'info de manière négative. Et donc, j'ai fait ces exercices, moi, tous les jours. BFM. Ouais, arrêtez BFM. Voilà, après, je vais plus être invité, c'est ça le problème. On peut parler de CNews, c'est pire. Voilà. Exactement. Donc, et j'ai vu l'impact. C'est impressionnant. Et donc, dans la méditation, dans la mindfulness, il y a être présent. Et je me rappelais de ce témoignage que j'avais vu je crois que c'était quelqu'un qui était très, très haut placé à la NASA, qui avait dit, moi, dans ce que je fais, quand je suis au travail, je suis à 100% dans mon travail. Et quand je suis en dehors et avec ma famille, je suis à 100% avec ma famille. Et la mindfulness, c'est un exercice qui vous permet, donc, par la respiration, de vous rendre compte. C'est pas d'arrêter de penser, c'est d'être conscient des pensées et d'être conscient qu'à un moment, on n'est plus là.
Donc, c'est l'exercice de toujours se recentrer sur la respiration. Mais ça passe aussi quand je suis avec mes enfants, de me dire, tiens, là, je suis en train de penser à mon BP ou ce contrat qu'il va falloir renégocier. Je suis pas là. Et à la même manière, dans mon entreprise, d'être concentré, d'être là. Et en fait, on est dans un monde où on fait tellement plein de choses en même temps qu'on ne sait plus rester focus et concentré Mais sur ce avec qu'on fait. tellement de stimuli qui arrivent toutes Exactement. les 2 Et donc, secondes. il faut franchement, moi maintenant, j'ai un réflexe et je ne regarde pas mon téléphone au moins pendant une demi-heure après m'être réveillé. Sinon, c'est le monde qui me dicte ce que je dois faire et je suis pas complètement acteur de ce que je fais. Et donc, pour être présent, concrètement, j'essaye de pas travailler chez moi. J'essaye, en tout cas, bon maintenant, sauf quand je suis en remote, évidemment, mais en tout cas, quand j'ai décidé que j'étais en vacances, c'est difficile de me joindre pour le boulot, sauf catastrophe. Parce que j'ai besoin de couper et j'essaye d'être complètement là parce que je vois que c'est un impact qui est très positif. Voilà. Et l'autre élément, ça m'aide aussi sur un dernier élément qui est clé. Ça revient à la question de comment on a fait pour rester 10-12 ans à la tête de Job Teaser. C'est une forme aussi de se dire, la mindfulness, c'est aussi une conscience que tout change. Tout change. Donc, ça permet de relativiser. Donc, quand il y a quelque chose de très positif qui arrive, de dire « Ok », mais ça peut changer. Mais dans l'autre sens aussi, quand il y a des choses qui sont difficiles, de prendre du recul en disant, de toute façon, tout est en mouvement. Donc là, peut-être qu'on est à un moment un peu compliqué, mais dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ça sera complètement différent. Est-ce qu'il n'y a pas cette notion du temps présent / du recul sur le temps long? Exactement. Non, mais c'est ça. C'est exactement. C'est cette prise de conscience que tout évolue avec le temps, rien n'est permanent. Donc moi qui suis plutôt angoissé de nature, d'ailleurs j'aurais pu en parler de ça sur la partie enfance, ça me permet de tout de suite quand il y a une difficulté de me dire ça aussi, ça va passer parce que de toute façon tout change. Et on voit bien quand on est entrepreneur, je pense qu'on l'a tous vécu ça, qu'on a des moments où on a l'impression que tout roule et que tout cartonne et il y a des moments qui sont plus difficiles. Et ça permet de changer sa perspective et son regard en fait sur les choses. Et souvent dans l'équipe, j'ai pas mal le recul du côté on a l'impression que quand on est tout en haut ou quand c'est un moment plus dur, ça t'impacte peu parce que justement, j'essaie de relativiser ça. Est-ce que c'est pas le stoïcisme, ça? Oui, c'est ça, c'est une forme de stoïcisme, exactement. En réalité, d'ailleurs, quand on étudie, quand on bosse ces sujets sur la mindfulness, on voit que c'est des concepts qui reviennent à l'Antiquité, c'est clair. C'est des sujets connectés au présent, c'est clairement des relativiser, ouais, exactement. Sur quoi j'ai la main, sur exactement. quoi je l'ai pas. Voilà, il y a des choses qui sont extérieures, sur lesquelles tu peux pas bouger, qu'est-ce qui vient de toi. C'est clair, on reprend des concepts qui sont là depuis toujours, c'est évident. On pourrait encore une fois rester des heures. J'avais juste toujours sur cette notion d'héritage, et alors là de manière plus pragmatique, par rapport à Job Teaser, est-ce que tu vas en faire avec ton associé évidemment, ça se décide en partie à 2, mais une boîte familiale sur plusieurs générations, ou est-ce que c'est une option de vendre? Certains montent des boîtes en ayant en tête que à 2 ans, 5 ans, 10 ans, c'est la suite logique parce qu'ils sont dans la création, pas dans la gestion, et qu'à un moment, il faudra peut-être laisser la main. Enfin voilà, comment tu projettes tout ça, à la fois personnellement et puis du coup dans ton aventure aussi familiale? Je pense que nous, là, on est dans une phase où on a fait une levée de fonds il y a 2 ans. Donc, on est encore dans la phase clairement de construction. On a l'impression, on a le sentiment de ne pas être allé au bout de notre mission, puisqu'on pense qu'on a fait 10% de ce qu'on devrait faire encore sur ce sujet, d'aider les gens à trouver leur voie. Donc, on n'est pas dans cette démarche, en tout cas, de vendre aujourd'hui, parce que la levée de fonds n'est pas lointaine, parce qu'on a des moyens de faire et qu'il y a encore beaucoup de place. On dit souvent qu'on vend quand on a un peu au bout du chemin, qu'on se dit, tiens, de toute façon, je ne vois pas trop les perspectives de croissance. Donc on n'en est pas là. Maintenant, il faut être clair qu'on a quand même fait des levées de fonds, donc il faut être aussi pragmatique par rapport à ça. Nos actionnaires, ils sont là aussi pour sortir avec à un moment. Un objectif de sortie. Avec un objectif de sortie. Donc ça peut être soit par des nouveaux actionnaires. Et nous, ce qui nous drive, finalement, c'était pas tant l'entrepreneuriat, c'est la mission. Et donc si à un moment, il y a quelqu'un qui s'adosse à nous, qui nous donne plus de moyens pour réaliser la mission à plus grande échelle, peut-être au niveau mondial, avec plus d'impact encore, si on sent que c'est quelqu'un à qui on peut s'adosser et qui va nous donner les moyens de mieux réaliser notre mission, pourquoi pas? On pourra être pragmatique par rapport à ça. Généralement, on connaît ceux qui un jour sont amenés à nous racheter. Je te demande pas des noms, mais est-ce que si tu te projettes comme ça, tu visualises qui pourrait être l'acquéreur idéal, potentiel? Oui, bien sûr. Je pense que on a déjà été approché plusieurs fois. Et pourquoi? Parce qu'on a un acteur, on a une place stratégique, puisqu'en fait, on touche et on capte l'étudiant avant tout le monde.
Donc, pour ceux qui les ont un peu plus tard, c'est quand même bien d'être connecté là où sont les étudiants à l'école et l'université. Donc ça, c'est une option. Et après, on a des concurrents à l'international qui font à peu près la même chose que nous, Et même taille? qui sont plus gros maintenant, même Ok. taille de revenus, Ok. mais bon, notamment aux États-Unis, plus gros, plus de levée de fonds qu'en Europe, même si ça vient. Et donc, ça serait logique pour eux à un moment de se dire, je veux étendre mon parc d'école-université à l'Europe. Et donc ça peut avoir du sens. Tout à l'heure, tu parlais de fermer des portes qui peuvent quand même se rouvrir, Mm. mais du coup, pourquoi tu as dit non? Pourquoi on a dit non? Parce que pour l'instant, pour nous, c'était pas le bon moment. C'est-à-dire que à partir du moment où tu te dis, tiens, je peux encore croître et je pense que je peux faire encore beaucoup de choses, c'est pas le moment, quoi, concrètement. S'inspirer. Respirer. Très rapidement, comment tu t'inspires? Comment je m'inspire? Moi, en fait, Parler d'un homme créatif. oui, je pense que j'essaye de faire beaucoup de liens avec d'autres choses. Donc, je regarde beaucoup ce qui se fait dans d'autres secteurs, d'autres domaines, et ça me donne des idées. Par Là, exemple, tu parles business. ouais, ouais. Pour le Job Teaser, c'est comme ça. Je Ouais. me dis, tiens, je sais pas, je me souviens, il y a des événements sur l'équipe.fr, on a monté des événements sur le Job Teaser. Enfin, je fais des passerelles avec d'autres choses que je vois. Et sinon, moi, j'ai pas eu de la chance, en tout cas, c'est un regret, j'ai pas vraiment de mentor qui m'ait donné de conseils, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça. Moi, j'ai pas trouvé Ou ça. Donc, simplement pas pour des conseils, mais là pour Ouais. poser les bonnes questions. oui, exactement. J'ai pas vraiment ça. Donc, ça passe énormément par moi, par les podcasts, par la lecture. C'est quelque chose que j'ai découvert sur le tard. Et d'ailleurs, j'essaie d'essayer d'inculquer à mon fils qui n'aime pas ça à lire. Mais je me dis, c'est quand même tellement incroyable. On a des gens qui partagent l'expérience qu'ils ont vécue, qui vous font gagner un temps fou parce qu'ils ont déjà vécu et qui vous donnent leurs recettes. Alors, pour moi, mes mentors, c'est tous les bouquins que je lis. Et c'est comme ça que j'essaye de m'inspirer et aussi voir quelques personnes qui m'inspirent plus que d'autres parce que je me dis, tiens, c'est quand même des parcours top. Et après, un peu suivre leur vie et essayer de comprendre un peu ce que je peux tirer de leur parcours. Alors, je peux pas te laisser parler du mentorat sans citer un de nos partenaires qui est l'IME, l'Institut du mentorat entrepreneurial, qui justement prend des jeunes entrepreneurs qui font à partir de 1 million d'euros, qui sont déjà en croissance et qui sont mentorés par des entrepreneurs qui ont beaucoup de background et qui sont a priori essuyer tous les plats possibles, en passant par des acquisitions, la cession, etc. Et qui justement donnent pas de conseils, mais posent les questions, ils le font bénévolement. Et ça, enfin, tous les entrepreneurs qui passent par là en ressortent grandis avec cette idée qu'ils ont gagné 2 ans, 3 ans. Et on parle pas que de sujet business, on parle de tout ce qui se passe dans la tête d'un entrepreneur, la question de la gouvernance, du rapport à soi, aux équipes, au temps. Enfin, c'est propre à chaque entrepreneur. Mais du coup, toi maintenant qui met de l'importance sur cette notion de temps, alors je sais pas si tu arriveras à ajouter à l'équilibre dont parlait Diane, ta femme, les amis, la famille, les enfants, la boîte, les collaborateurs et potentiellement toi-même être mentor, mais je te mettrai en relation. Avec grand plaisir, hein, parce que c'est un thème qu'on partageait avec l'entreprise. Pour se sentir accompli, il faut avoir trouvé son talent, trouvé sa passion, mais le 3e pilier, c'est un concept qui nous vient d'une langue indienne qui s'appelle le sanskrit, qui s'appelle le dharma. Le 3e pilier, c'est être au service d'eux. Et pour se sentir vraiment accompli dans la vie, tu peux très bien réussir ta boîte, mais si tu n'as pas l'impression d'être au service des autres, il y a peu de chances. Il te manque quelque chose, ouais, si tu n'as pas l'impression de rendre service. Et donc, moi, je me suis rendu compte, quand on m'a demandé de faire un speech, notamment de remise des diplômes, que quand je suis dans la transmission et que j'ai l'impression d'en aider quelques-uns et que je reçois des messages derrière, que tu te sens utile, je pense que c'est les moments les meilleurs. Donc, moi, pouvoir coacher des gens sur mon parcours et si ça peut inspirer, c'est quelque chose qui me paraît super important et je serais toujours hyper enthousiaste à l'idée de pouvoir faire ça. Tu parlais d'ailleurs en première partie de ton podcast, tu as évoqué deux ouvrages dont Ben Horowitz. Donc tu le disais, là je lis beaucoup, j'écoute beaucoup de podcasts. Est-ce qu'il y a une lecture, d'ailleurs pour le boulot ou très perso il y en a un que j'ai adoré, pour en citer un qui est moins classique, qui s'appelle 11 Rings de Phil Jackson, qui est l'entraîneur des Chicago Bulls et Los Angeles Lakers.
et qui raconte son parcours en tant qu'entraîneur de ses équipes, comment gérer les égos, comment créer une équipe soudée. T'as dit Chicago Bulls, puis Lakers. Lakers, ouais. Okay, voilà. Chicago Bulls, j'imagine, quand c'était Jordan. Exactement. Et après, c'était Kobe Bryant et Shaquille O'Neal. Et donc, 11 rings, c'est le nombre de bagues, donc de titres qu'il a gagné. Et c'est énormément sur ces sujets. C'est quelqu'un qui croyait en tout ce qui était plutôt un adepte du bouddhisme et donc qui était vu comme un peu un fou parce que avant les matchs, il leur demandait de se tenir la main dans le vestiaire et de se synchroniser la respiration, finalement de faire de la méditation à Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman qui étaient là, mais c'est quoi ce truc et compagnie, pour qu'ils sentent un peu la cohésion qu'ils avaient entre eux, avec pas mal d'exercices de groupe. Et une de ces grandes leçons il y a beaucoup de leçons de leadership. Et notamment celle que j'ai retenue, moi, qui est le leadership is the art of letting go. Et c'est de temps en temps, il faut arriver à créer, de faire confiance aux gens, et c'est à eux de trouver la solution. Et plus tu montes dans la boîte, plus à un moment, il faut créer les conditions pour que les gens trouvent les solutions tout seuls, plutôt que d'être très top-down et de dire aux gens ce qu'ils veulent. Et donc, j'ai adoré ce livre parce que j'aime bien le sport. Et il y a des leçons de vie derrière qui sont fascinantes sur comment, parfois, dans les moments de tension totale, ils se refusaient de dire à l'équipe ce qu'il fallait faire, alors qu'il restait 15 secondes et que le titre était en jeu, parce qu'il voulait que ce soit les joueurs sur le terrain qui trouvent la solution tout seuls. Et puis si tu la trouves pas là, tu perds, tu t'en veux et tu demandes comment j'aurais pu faire dans les 15 dernières mais bon, secondes. Il en a gagné 11 des titres, donc tu dis tiens, et il a appris à essayer de son leadership, il a fait le choix de joueurs. pouvoir renoncer à un titre au profit de l'équipe sur la durée. Exactement. Il y a d'ailleurs, je sais plus sur quelle plateforme, un super docu en plein d'épisodes sur l'aventure des Chicago Bulls. Bien sûr, c'est The Last Dance sur Netflix. J'adore. Netflix, si tu vois comment gérer justement des personnalités fortes qui ont des égos très forts, et comment tu fais pour souder tout ça. Alors, est-ce qu'un jour tu as raté le panier au dernier quart-temps ou une autre aventure? En tout cas, on aime bien ce moment où l'entrepreneur nous partage une claque, pro ou perso, qui peut être un moment très difficile par lequel il est passé ou une claque très positive aussi. Donc vraiment, sens-toi libre de partager ce que tu veux. Waouh! Et même pas mal. Non, mais je pense que ça, c'est important de parler de ça parce que c'est aussi des choses que j'ai appris avec le temps, mais ça va te paraître un peu bateau, mais il faut comprendre que toutes les grandes réalisations sont passées par plein d'échecs, quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé qu'on m'explique et que j'aime bien. Là, je crois que c'est Winston Churchill qui dit le succès, c'est de passer de l'échec en échec sans perdre d'enthousiasme. Et quand on est entrepreneur, c'est que ça. Il y a combien de fois on m'a dit c'est impossible, ça marchera pas, etc. Ça, c'est tout le temps. Donc, j'essaye de me nourrir de ça. Et moi, l'exemple qui vient, c'est quand justement j'ai écrit mon premier scénario de cinéma. Je suis passé par un ami qui a transmis ça à des producteurs assez célèbres qui m'ont envoyé un mail très court qui était super violent, quoi. Du type, c'est un scénario, l'idée est intéressante, mais le traitement passe à côté, les personnages sont pas poussés, on comprend pas l'intention, on voit pas où on veut aller. Franchement, on fera rien de ce truc-là. Bon. Donc là, tu peux te dire, ok, stop. Justement, je ferme une porte là. Je ferme une porte. En tout cas, c'est dur. Ouais, c'est dur à encaisser. C'est dur à encaisser. Et moi, je vois beaucoup de copains qui sont fans de certains sujets, qui se lancent jamais de peur de recevoir ce genre de choses. Maintenant, après, quand on regarde autour de nous, il y a tellement d'histoires. Je crois que c'est l'auteur de Harry Potter qui s'est pris 28 noms, je crois, quelque chose comme ça, de maison d'édition pour Harry Potter. Qu'il faut dire, ça fait partie du chemin, quoi. Et donc, sur ce scénario, clairement, ça a été hyper dur. Et je me souviens aussi, je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote de Daft Punk, que c'est leur premier concert. Ils se sont pris une critique d'un journaliste anglais qui a dit que c'était du Daft Rock. Daft, ça veut dire un peu pourri, quoi. Et ils se sont dit, oula, on va prendre la revanche. Daft, ça va devenir notre nom. Et c'est devenu leur nom de scène, etc. Alors, évidemment, et puis si les critiques sont mauvaises, au moins on verra pas nos gueules. Voilà, exactement, voilà, c'est ça. Mais en tout cas, voilà, c'est sur le chemin. Et clairement, moi, j'ai pas du tout renoncé. Donc, j'en ai vendu un, quand même, scénario, derrière, celui-là, d'ailleurs, revisité. Donc, le stagiaire. Le stagiaire, voilà. Sauf que j'ai pas eu de chance parce qu'il y a eu 2 films sur les stagiaires qui sont arrivés peu de temps. Le nouveau stagiaire, là, avec De Niro, puis il y a eu Les Stagiaires avec Owen Wilson et Vince Vaughn, là, chez Google. Donc, c'est pas bon timing. Mais j'adore ce sujet. Il sortira un jour? Bah, je sais pas, parce que c'était pas le bon moment, quoi. J'avais un producteur qui a acheté, en fait, l'option. Et au moment où il a pitché ça à d'autres producteurs qui avaient encore plus de moyens, ils ont dit, ah, bah, c'est pas le bon timing, etc. Pourquoi pas? Je pense qu'il faudrait le revoir parce qu'il est un peu dépassé maintenant. Mais j'ai pas renoncé et j'y reprendrai. Mais sur le moment, c'était quand même, c'est jamais agréable.
Mais en tout cas, ces feedbacks très négatifs Ouais. et pas très bienveillants Ouais. t'ont pas empêché de... Non, en fait, Et puis en vrai, quelle que soit l'intention, derrière ce qu'on peut recevoir de négatif, il y a beaucoup de vrai parfois. bien sûr, Et bien donc sûr. ça veut dire qu'il y a du boulot. Exactement. Et en fait, il faut juste le Exactement. prendre comme ça. Exactement. Moi, derrière, j'ai acheté des bouquins. J'avais jamais lu des bouquins sur comment écrire un scénario. Et j'ai potassé ça pour essayer de progresser sur la construction des personnages, sur les conflits, sur les rebondissements. Il y a toute une méthode, c'est assez scientifique. Et d'ailleurs, enfin, alors c'est pas je connais pas par cœur, mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui pensent tout le cadre, Ouais. puis après qui relient Oui. les fils et les points, mais Ouais. pour arriver Mm. à la fin qu'ils ont Mm. déjà pensé. Il y en a qui étoffent leur personnage avant toute Ouais. chose, et puis en fait ils utiliseront que le tiers, même pas de leur personnage, mais c'est comme ça qu'ils vont nourrir l'intrigue. C'est quoi Non, moi, ce que j'essaye de faire, c'est sûr que l'écueil en général, c'est de partir en bille en tête, commencer à écrire, sans avoir bossé effectivement la structure et le cadre global de l'histoire avec ses rebondissements, ses conflits, etc. Et après, tu te retrouves avec une histoire qui manque de cohérence et manque de fil rouge, quoi. Tu peux avoir et le risque, c'est de se retrouver avec une succession de scènes qui s'inscrivent pas dans un cadre qui maintient le spectateur en tension. Donc maintenant, ce que j'essaie de faire, moi, j'essaye de réfléchir en amont sur la structure du film parce que ça répond à des règles assez précises de temporalité, etc. Et il faut comprendre ce cadre, les éléments structurants et avant de te lancer dans une écriture effrénée, avant d'avoir réfléchi au cadre global et aux enjeux qu'il y a derrière. Et c'est une fois que tu as compris le cadre que tu peux un peu Bien le sûr, tordre bien sûr, aussi c'est pour clair. surprendre ton Bien sûr. auditeur. Ou ton... Évidemment, après, il faut un scénario pour être bon, il doit pas être prévisible. Si au bout de 2 minutes, toute la salle se dit là, je sais ce qui va se passer, c'est que tu as raté. Mais justement, grâce à la structure, tu peux aussi te dire, je pense que le spectateur va attendre ça à ce moment-là, Et et là, tu prends je le lui retourne contre-pied. la tête. Ouais, exactement. Donc c'est assez méthodique. Si tu avais une carte blanche, tu as nous aussi, c'est très méthodique. On a nos rubriques et c'est le moment de la carte blanche d'Adrien. Carte blanche pour 40 nuances de Next. Alors notre seule manière de surprendre nos auditeurs, du coup, c'est vos réponses et vos cartes blanches. Adrien. Non, carte blanche, je pense que on en a un peu parlé, mais moi, ce que j'aimerais demain, c'est, on en a parlé un peu avec la question sur si j'étais président, mais je pense que ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'on passe plus de temps à l'introspection, voilà. Donc, nous, on est en train de construire un cours dédié à ça, avec une méthode, avec des tests concrètement. Il y en a un qui s'appelle Marco, l'autre qui s'appelle Vasco. Il y en a un qui te permet d'identifier tes leviers de motivation, l'autre qui permet d'identifier tes valeurs, et le troisième, c'est pour comprendre un peu quels sont tes soft skills, dans quoi tu es fort. Et lui, il a un nom? Lui, c'est Esther. Voilà, ils ont 3, voilà, c'est les noms qui ont tous un peu une logique Oui. voilà, sur l'exploration. Et donc, je pense que c'est important on en a parlé un peu, mais que l'enseignement supérieur évolue et qu'il ait des cours dédiés à ça. Et donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment pousser. Est-ce que vous allez l'ouvrir au-delà de tous les étudiants des écoles? Ça, c'est une super question parce que c'est l'ambition. C'est l'ambition parce qu'on pense que ces questions, tu peux te les poser toute la vie. Et le fait d'apprendre à se connaître, expérimenter, c'est un travail continu, c'est pas du tout one shot. Et donc à terme, on aimerait bien que cette orientation en ligne se fasse même pour des profils plus expérimentés, parce que c'est ce qu'on appelle les switchers, ceux qui après 5, 10, 15 ans dans une voie décident complètement de changer. Et j'en vois beaucoup qui sont perdus parce qu'ils se disent, je ne sais pas par où commencer quand je vais faire ce switch. Donc il y a le fameux bilan de compétences, il y a prendre un café, etc. Et nous, on essaye de passer tout ce process qui est un peu compliqué, de le passer à l'échelle et le rendre accessible à tous en ligne et pour tout type de profil, pas que les étudiants. Et une fois que tu te connais, tu connais tes valeurs, il y a cette question, j'ai oublié Esther ce que c'était, pardon, mais il y a cette question du pied dans le vide et comment on relativise ça, comment on aide à passer le pas. À Non, switcher, c'est clair, c'est un travail qui est clé aussi, c'est une responsabilité aussi. Bien sûr. Le passage à l'action, de toute façon, il est indispensable parce que si je tente pas, si j'expérimente pas, j'ai aucune façon de voir si c'est adapté ou pas. Et ça, c'est une culture aussi qu'il faut avoir personnelle, de se dire, faut que je me lance. Moi, je vois trop de gens, et moi le premier, donc je donne pas des leçons, mais
qui ont peur de se lancer et qui finalement ne tentent rien et qui risquent de passer à côté de ce qu'ils auraient vraiment dû faire. Moi, je veux pas passer à côté du choix Sista d'Adrien. Je te propose d'en parler dans quelques instants. Pour les auditeurs qui n'auraient jamais écouté 40 nuances de Next, le Next 40, c'est un très beau palmarès, encore malgré tout très très masculin. Donc il commence à y avoir plus de jeunes femmes entrepreneurs qui lancent leur boîte, mais donc le temps de devenir Next 40, on devrait en avoir quand même plus d'ici quelques années. Néanmoins, vous la féminisez avec Olivier et Solène, notre associé, ce palmarès en proposant aux entrepreneurs que vous êtes de mettre en lumière une femme entrepreneur que vous admirez. Tu nous avais proposé une première entrepreneur qui nous a déjà été proposée, qu'on va découvrir, mais tu peux la citer. Oui, c'est Kitri Matlin-Moreau, parce que c'est en l'occurrence la petite cousine de ma femme, et donc on passe pas mal de temps à échanger sur nos entreprises respectives, et je pense qu'elle fait un super bon boulot. On l'a appelée, là, je crois, la nouvelle égérie de la French Tech. Elle aime pas ce terme, mais force est de constater que c'est un peu son rôle en ce moment, et donc je trouve que c'était un bel exemple. Et ben, on va la découvrir, mais du coup, on va pouvoir découvrir une autre entrepreneur que tu admires, et son nom, c'est Alix Poulet. Tout à fait. Alix, c'est une amie en fait d'enfance. Quand je parlais d'avoir habité pas mal à l'étranger, j'ai été en Angleterre avec elle. On s'est perdu de vue pendant très très longtemps, mais nos parents étaient copains et on s'est retrouvés, notamment parce qu'elle était entrepreneur. Elle a monté sa première structure qui s'appelait eCitizen, qui était une marketplace de produits écologiques et sains. Et là, depuis maintenant quelques années, elle a repris la direction de Litchi en tant que CEO avec beaucoup de succès. Eh ben, on aura plaisir à la découvrir, et on aura même plaisir, enfin Solène, notre associée, aura plaisir de lui poser une question en ton nom. Je te propose de t'adresser directement à elle, à l'image des questions de tes proches que tu as eues et qui s'adressaient directement à toi, lui en poser une. Salut Alix, écoute, je suis ravi de pouvoir te poser cette question maintenant. J'espère qu'elle ne sera pas compliquée pour toi à répondre. La question que j'avais, c'est que tu es passé d'un projet entrepreneurial que tu as lancé toi, qui est eCitizen, qui était un projet qui évidemment te tenait beaucoup à cœur. Et là, tu as rejoint Litchi, qui est une entreprise qui a été fondée, je crois, par Céline Lazort. C'est différent, donc j'avais cette question. Comment tu as géré cette transition de passer d'un projet qui est le tien, qui est ta création, à un projet qui a été créé par quelqu'un d'autre? Est-ce que ça a été facile? Comment tu l'as géré pour te l'approprier? C'est une super question. Et pour les autres questions et son histoire entrepreneuriale, la première, la seconde et peut-être qui sait les prochaines, ce sera dans 40 nuances de Sista, sur le fil 40 nuances de Next, sur l'ensemble de vos plateformes. Adrien, c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. Plaisir partagé. J'en profite pour saluer mon compère qui nous a manqué quand même autour de cette table, Olivier Mathieu, qu'on retrouvera pour un prochain épisode de 40 nuances de Next pour suivre les aventures des entrepreneurs incroyables que vous êtes. Je le dis, alors là c'est dommage, je le dis en fin de deuxième partie de ton podcast, mais moi la deuxième partie c'est quand même toujours ma préférée. Merci de t'être livré autant, c'était passionnant. Merci beaucoup. 40 nuances de Next. The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.